je vais articuler ma présentation en deux parties. Une partie qui est un petit peu les grands principes de l'économie de la santé. Donc, l'espèce animale à laquelle j'appartiens, c'est économiste, et je me consacre à l'économie de la santé. Donc, je vais parler vraiment en tant qu'économiste et en tant qu'expert, plutôt donner des clés de compréhension de la façon dont nous, on analyse le système. Donc, quels sont, dans cette perspective, les enjeux des systèmes de rémunération des professions de santé et quelles propositions peut-on faire pour la France? Alors, bien évidemment, le paysage, c'est que le paiement des fournisseurs de soins, c'est une variable clé de la régulation du système de santé et qui a un impact à plusieurs niveaux. Donc d'abord, la valeur des tarifs conventionnels, évidemment, influence les dépenses de la sécurité sociale. Les dépassements, qui sont aussi l'expression d'une certaine forme de conflit, menacent pour les assurés sociaux la garantie de la couverture de soins. En même temps, les rémunérations des médecins, ça joue à la fois sur les coûts, mais aussi sur les performances des systèmes de santé, notamment la qualité des soins. Donc il y a un effet direct des paiements des médecins sur le financement des rémunérations et donc les coûts de la santé, mais il y a aussi un effet indirect qui est tout à fait important, sur lequel les économistes ont passé mis beaucoup d'efforts, qui sont les incitations engendrées par les systèmes de paiement. Évidemment, ça influence à la fois le niveau de consommation de soins, mais aussi la qualité des soins. Alors, ce qui est très important de voir, c'est qu'il faut prendre en compte, donc l'économiste se place évidemment au-dessus de tout le monde, donc il se dit, je vais regarder les parties en présence et leurs objectifs. Donc là, je vais présenter très brièvement cet aspect-là, et puis les systèmes de paiement, donc dans ma première partie. Ça ne marche pas bien, cette chose. Voilà. Donc les parties en présence, on a les patients, qui sont aussi des assurés sociaux, qui donc paient pour avoir un accès aux soins, les médecins, qui sont des fournisseurs de soins, et puis ce qu'on appelle la tutelle dans nos modèles théoriques. Donc la tutelle, ça peut être selon le pays, l'État, l'agence régionale de santé, un assureur unique ou des assurances plurielles qui sont en concurrence les unes avec les autres. L'objectif des patients... je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Non, on va laisser sonner. Bon, les objectifs des patients, c'est d'avoir des soins de qualité. Donc ça signifie une compétence du médecin, une prise en compte de la douleur, la qualité de la vie, des actes préventifs. Ils veulent un accès aux soins, avoir accès au dernier cri en matière de progrès techniques, avoir des soins appropriés aussi, pas de procédures, que des procédures justifiées, pas de soins excessifs, et puis au juste coût, parce qu'évidemment, ça influence et les cotisations, et le reste à charge qui peut être gonflé via des dépassements. Donc, de ce point de vue, le patient est pour avoir une efficience de la production de soins. Donc, les objectifs des médecins, c'est d'avoir un bon niveau de vie, mais aussi que leur métier ait du sens, donc avoir une estime de soi, une éthique professionnelle qui influence cette estime de soi à travers le mode d'exercice de la médecine, d'avoir accès éventuellement à certains prestiges de la profession, d'avoir une bonne qualité de vie au travail, ce qui implique quelque chose sur la durée du travail, la capacité à répondre à la demande de soins qui leur est attribuée. On sait qu'il y a beaucoup de plaintes autour d'une surcharge de travail chez certains médecins, et puis de ne pas être submergé de tâches administratives, de ne pas passer son temps à être dans la logistique, donc avoir un secrétariat, des infirmières, des auxiliaires médicaux qui coordonnent leur activité avec la sienne. Par ailleurs, les médecins, souvent, réclament une liberté dans le choix des stratégies de soins, et donc ça implique des choses dans leur relation, soit avec la CNAM en France ou l'assureur aux États-Unis, par exemple. Donc les objectifs de la tutelle. Donc la tutelle est un agent des assurés, elle est censée agir dans l'intérêt donc, des assurés sociaux, et donc inciter les acteurs à ce que des soins appropriés soient délivrés à moindre coût, et qu'il y ait une équité dans l'accès aux soins. Donc je vais très vite, parce que c'est assez simple et on est tous d'accord avec ces choses-là. Donc dans ce contexte, avec ces différents acteurs et leurs intérêts plus ou moins conflictuels ou au contraire convergents vers le bien commun, on a plusieurs systèmes de soins, systèmes de paiement possibles qui ont chacun des propriétés possibles. Donc on a évidemment le paiement à l'acte,
La capitation, le salariat, donc vous savez tous ce que c'est, et puis Madame apparaissent... Dormont, paiement à l'acte, vous avez mis FFS, ça veut dire Alors quoi? oui, c'est le terme anglais fee for service, mais j'aurais dû l'enlever. Hein, voilà. Donc capitation, salariat, et puis ce qui émerge actuellement, c'est des paiements à la performance, donc qu'on appelle P4P aux États-Unis, Payment for Performance. En France, ça a pris la forme du CAPI, qui a été remplacé par le ROSP, remboursement sur rémunération sur objectif de santé publique. Alors évidemment, ce qui existe, ce sont des formules mixtes, donc il y a des panachages qui existent, capitation avec paiement à l'acte, ça existe en Norvège, du salariat avec du paiement à l'acte, il y a des choses au Québec de ce sens, et puis tous les cas de panachage avec des paiements à la performance qui se développent beaucoup. Hein, en Angleterre, on a des paiements plutôt par capitation avec du paiement à la performance, et en France, on a le paiement à l'acte qui est en train de se mélanger avec, dans une proportion quand même non négligeable, du paiement à la performance. Alors, les différentes vertus des paiements. Le paiement à l'acte, évidemment, ça incite le médecin à répondre à la demande qui lui est adressée et à délivrer des soins de qualité, donc qui dépend quand même du niveau de concurrence entre les médecins. S'il y a très très peu de médecins, les patients n'ont pas trop le choix. Donc il n'y a pas d'incitation à la prévention et une forte incitation à la demande induite associée au paiement à l'acte, puisque le niveau de rémunération du médecin dépend du nombre d'actes délivrés. Donc à l'évidence, c'est considéré par les économistes comme un mécanisme de paiement qui n'est pas excellent du point de vue de la demande induite. Donc la capitation, donc le médecin est payé par patient, donc il y a moins d'incitation à la qualité et à répondre à la demande. Il y a quand même il y a une forte incitation à l'efficacité, à l'efficience des soins et à la prévention, et beaucoup moins d'incitation à la demande induite, donc c'est considéré comme un paiement moins coûteux. Et il y a quand même encore une incitation à satisfaire les besoins des patients, parce que le patient peut changer, tout dépend de la fenêtre temporelle dans laquelle les patients peuvent changer de médecin. Hein, s'ils peuvent changer de médecin tout le temps, c'est équivalent au paiement à l'acte. S'ils peuvent changer qu'une fois par an, là, les propriétés sont différentes. Alors, les effets, là, il y a des effets un peu pervers que je mentionne, mais je n'ai pas trop le temps de le détailler, donc je passe. Alors, le salariat, il n'y a pas d'incitation directe à la qualité ni à répondre à la demande. Il y a une incitation indirecte dans le cadre du salariat à l'hôpital où effectivement il y a un prestige associé à la performance, à la réputation du médecin, qui peut être donc une incitation indirecte à la qualité des soins dans le cadre du salariat. Il n'y a pas d'incitation à la demande induite puisque la rémunération dépend seulement du temps de travail et pas du tout du nombre d'actes. Et c'est considéré comme le système le moins coûteux. Et surtout, pour une tutelle, c'est un système qui est de tout repos, puisqu'on maîtrise parfaitement la dépense ex ante. Alors, le paiement à la performance, donc c'est un paiement qui est généralement prévu pour la prise en charge des maladies chroniques, donc qui prend des formes très variables selon ses réalisations dans les différents pays. Donc, il y a 5-6 indicateurs dans des HMO, donc des assureurs intégrés américains. Au Royaume-Uni, il y a eu une expérience qui est toujours en cours avec une quantité d'indicateurs absolument remarquable et une dépense additionnelle incroyable. Hein, ça a coûté 1,8 milliard de livres la première année et ça a conduit à une augmentation de 25% des rémunérations des médecins qui étaient dans les objectifs de cette réforme. Hein. C'était pour faire passer ce paiement, il y avait l'idée d'augmenter les dépenses de santé et les revenus des médecins. En France, donc, on a maintenant le ROSP, qui a donné lieu au premier paiement en avril 2013 pour l'année 2012. Donc il y a 29 indicateurs, donc 24 sur la qualité de la pratique médicale, et ça a conduit à un paiement quand même non négligeable pour les médecins qui ont participé, d'environ 5 000 €, qui est une sorte de 13e mois pour les médecins généralistes du secteur 1, enfin c'était les médecins traitants qui étaient visés. Alors, c'est un mécanisme très simple, hein, c'est une incitation assez brutale, directe à la qualité, par le paiement d'un bonus associé à des indicateurs de qualité des soins. Alors, il y a de nombreuses objections sur ces paiements, donc sur lesquelles je vais passer parce que je n'ai pas le temps, mais il y a toute une discussion sur les propriétés de ces paiements, dont j'ai mentionné les deux principales. D'abord, ça dégrade les motivations intrinsèques des médecins. Le médecin qui est vertueux, qui fait des actes de prévention, peut de lui-même sentir insultant ou être démotivé par le fait qu'on associe un paiement à cet acte qu'il pratiquait auparavant bien volontiers.
Et puis l'autre critique, c'est le fait que l'activité de soins est multidimensionnelle. Il y a un nombre de dimensions incroyable et qu'on ne peut pas faire d'indicateurs pour toutes les dimensions de la pratique médicale. Et que quand on commence à payer certaines dimensions, quand on commence à contractualiser la réalisation de certains indicateurs, eh bien, on dégrade de ce fait la motivation à réaliser des dimensions qui ne sont pas contractualisables. Donc, par exemple, l'attention aux patients, etc., on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le contractualiser. Et donc, l'idée, c'est que la qualité des soins pourrait se dégrader sur les indicateurs, sur les dimensions qui ne peuvent pas être mesurées par des indicateurs. Donc, les résultats empiriques, on pourra en parler, sont très très mixtes sur ces questions-là. Bon, il n'y a pas vraiment ces critiques ne sont pas véritablement avérées par les expériences empiriques. Alors, les formules mixtes sont basées sur le fait qu'aucun paiement n'est parfait. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, tous, y compris le paiement à l'acte, a aussi beaucoup d'intérêt car il permet de répondre à la demande et donc de travailler plus. Si un patient vient vous voir à 19h, si vous êtes salarié, peut-être que vous ne le recevrez pas. Et bon, si vous êtes payé à l'acte, il y a une dimension de la relation au patient qui fait que vous le recevez. Bon. Alors les formules mixtes, c'est l'idée que comme aucun paiement n'est parfait, un panachage permet de combiner les avantages et les inconvénients de différents types de paiements. Voilà, donc ça, c'était les principes. Donc je passe à ma deuxième partie, qui est, donc ce que je pensais, c'était mettre la réflexion sur les paiements dans la perspective de la note que nous avons réalisée pour le Conseil d'analyse économique, qui s'appelle « Pour un système de santé plus efficace ». Donc vous pouvez trouver en ligne sur le CAE. Donc notre idée, c'était qu'il fallait améliorer l'efficience du système de santé français sur deux dimensions, sur ce qu'on appelle donc efficacité allocative, efficacité productive. Donc ça, ce sont des concepts de l'économie publique. Donc l'efficacité productive, celle à laquelle je m'intéresse ici, c'est produire davantage de santé, pas de soins, produire davantage de santé pour un niveau de dépenses donné. Et donc, notre idée, c'était de proposer des changements de logique sur la définition du panier remboursé et sur l'organisation de l'offre de soins. Donc là, je vais me concentrer sur l'offre de soins. Alors, sur l'offre de soins, est-ce qu'il y a des marges d'efficience ou bien est-ce qu'on est finalement dans le système de santé français au top de l'efficience? Alors là, c'est des choses simples, mais je pense qu'il faut rappeler. Donc, la France est au 3e rang mondial pour la dépense de santé en proportion du produit intérieur brut. Et donc, la France dépense beaucoup pour sa santé. Et pour cette forte dépense, la performance est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et surtout, elle n'est pas bonne sur tous les terrains. Donc, la France est au 1er rang européen pour l'espérance de vie des femmes, mais elle est plutôt mal placée pour l'espérance de vie des hommes. Et notamment, notre pays a des performances plutôt médiocres en matière de mortalité prématurée, due pratiquement par exemple au tabac, à l'alcool, aux accidents du travail et aussi au taux de suicide. Et surtout, énormément d'études internationales, donc qui sont plutôt récentes parce que les données sont relativement difficiles à collecter sur ces questions. Donc différentes études convergent pour dire que la France a une contre-performance manifeste pour les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire pour le niveau de santé dépendant du niveau socio-économique de la personne. Donc, plusieurs études convergent pour dire que la France est mal placée, voire en dernier rang des pays pour lesquels on a pu faire ces études. Donc, déjà, il y a un nombre de pays assez restreint sur lesquels on peut faire ces études, donc ça relativise un peu le mauvais résultat français. Et l'idée, quand même, c'est que, donc là, il n'y a pas de preuve qui certifie ça, mais l'interprétation que beaucoup d'entre nous avons, c'est qu'il y a un problème d'organisation de la médecine générale, de la médecine de premier recours, notamment la mauvaise implantation géographique des médecins et le défaut d'actes préventifs. Donc ça, c'est sur les résultats. Alors sur le diagnostic, existe-t-il des marges d'efficience? Quels sont les mécanismes en place qu'on pourrait éventuellement modifier pour améliorer les résultats français? Donc il y a, selon l'économiste que je suis, mais nous sommes nombreux à penser ça, une mauvaise organisation de l'offre de soins à cause de l'omniprésence du paiement à l'acte dans la médecine ambulatoire. Donc le paiement à l'acte crée des incitations à de la demande induite. Donc là, il y a des études économétriques que j'ai réalisées qui
qui montrent, qui font la preuve en corrigeant de tous les biais de sélection qu'effectivement, les médecins généralistes du secteur 1 qui se trouvent dans des zones avec une trop forte densité médicale ont des problèmes de revenus et qu'ils résolvent leurs problèmes de revenus en faisant de la demande induite, c'est-à-dire en incitant leurs patients à consommer plus. Donc la demande induite, elle n'est pas présente partout, mais là où il y a une densité médicale très élevée, il y a des comportements de demande induite, donc ça c'est un défaut d'efficience caractérisé, puisqu'il y a beaucoup de médecins dans cette région, ils ont des problèmes de revenus et les patients vont donc consommer plus sans que ce soit nécessaire. Alors le paiement à l'acte aussi encourage à une organisation trop individuelle de la médecine de ville. Ça nuit à la médecine préventive puisqu'il n'y a pas de rémunération spécifique des actes de prévention. Ça nuit à la délégation de tâches puisqu'il est très difficile de déléguer des tâches dans le cadre du paiement à l'acte. Il faut modifier, c'est pas immédiat, c'est pas impossible, mais c'est pas évident. Et ça n'encourage pas non plus la médecine de groupe. Alors sur la prévention, donc là, effectivement, on se dit que si les professions de santé avaient accès aux données, ils pourraient contre-attaquer, mais la CNAM a publié des chiffres quand même extrêmement impressionnants pour justifier le CAPI, sur les pratiques des médecins. Donc, par exemple, sur le diabète, ils regardent, donc, grâce aux données du SNIRAM, ils peuvent regarder par médecin les pratiques moyennes pour les différents patients qu'ont chaque médecin. Donc pour le diabète, donc moi je ne suis pas médecin, vous me pardonnerez, il faut en principe, du point de vue préventif, 3 ou 4 dosages par an de l'hémoglobine glycosylée et une surveillance ophtalmologique tous les ans pour les patients diabétiques. Ce que produit la CNAM comme chiffre, qui est quand même assez impressionnant, je trouve, c'est que alors, il calcule le taux de pratique de 3 ou 4 dosages par an pour chaque médecin chez leurs patients diabétiques. Donc la médiane de ce taux, c'est 38%. Ça veut dire que plus de la moitié des médecins appliquent cette démarche préventive à moins de 38% de leurs patients. Alors pareil pour la surveillance ophtalmologique, la médiane est à 42%, c'est-à-dire que la moitié des médecins font faire une surveillance de l'œil de leurs patients diabétiques à moins de 42% de leurs patients. Donc il y a quand même un état des lieux en termes de démarche préventive qui pose réellement problème. Alors, attendez, on va poser des questions tout à l'heure. Allez-y. Brigitte, continuez. Je continue. Donc l'intérêt, alors là j'avais pas mis là, mais l'intérêt du paiement à la performance, c'est justement, non mais ce que je veux dire, c'est justement le problème, l'effet délétère du paiement à l'acte. Donc il y a aussi par exemple le fait de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées. Dans le cadre du paiement à l'acte, passer du temps à expliquer à une vieille dame qu'elle prend trop de benzodiazépines et qu'il faut supprimer les benzodiazépines, c'est quelque chose qui est désavantageux pour le médecin parce qu'il va devoir passer 3 quarts d'heure à lui expliquer. Et dans le cadre du paiement à l'acte, le médecin est perdant. Le médecin qui est vertueux et qui fait des efforts de prévention dans ce sens va être perdant. Pareillement, s'il a un patient qui a des problèmes de sommeil, lui expliquer qu'il ne doit pas prendre de somnifères, ça prend du temps. Donc l'intérêt du paiement à la performance, c'est que justement, le médecin qui perd du temps en expliquant ces choses-là va gagner en compensation avec les indicateurs de prévention qui figurent dans le paiement à la performance. Donc c'est juste pour faire comprendre, tous les paiements ont des incitations, ce qu'il faut c'est mettre un petit peu plus de prévention dans la rémunération des médecins. Alors l'autre problème d'organisation de l'offre de soins, c'est la mauvaise répartition géographique des médecins, qui accentue les problèmes de demande induite associés au paiement à l'acte. Dans les régions surdotées, il y a de la demande induite parce que les médecins ont des problèmes de revenus, et dans les zones sous-dotées, il y a des problèmes d'accès aux soins, et donc des patients qui ne sont pas suffisamment suivis. Alors, le paiement à l'acte nuit aussi à la coordination entre hôpital, ville et médico-social pour un meilleur parcours de soins. Tout le monde sait que c'est un des problèmes qui se passe. Et les urgences hospitalières, actuellement, on le sait, c'est un problème, sont engorgées à cause du défaut de la médecine de ville sur la performance des soins. Non, excusez-moi, je sais que c'est simpliste, mais je suis restreinte par le temps. On continue. Donc,
Donc l'idée de notre rapport, c'était de dire qu'en fait, tous les mécanismes sont identifiés. Alors ça, je ne suis pas la seule à dire ce que je dis, hein. Peut-être que ça veut... Mais voilà. Donc, tous les mécanismes sont identifiés, mais en fait, leur mise en place est constamment retardée ou trop timorée. Et donc, en notre sens, il faut changer de logique dans l'allocation des ressources pour que les choses changent en matière de paiement des médecins. Donc, on avait développé 2 points qui étaient l'organisation du système et le développement de l'information. Je vais passer sur l'information. Donc, j'ai plus que 5 minutes. Donc, sur l'allocation des ressources. Donc, l'objectif qu'on recherche, c'est améliorer le service rendu par la médecine ambulatoire pour réduire les inégalités socio-économiques de santé. Définir l'offre de soins, donc pour ça on se dit, il faut définir l'offre de soins en fonction des besoins, introduire de nouveaux types de paiement et améliorer la coordination des soins. Donc la logique actuelle permet-elle de suivre ces objectifs? Donc il y a le problème, les difficultés associées aux incitations du paiement à l'acte que j'ai mentionné auparavant, mais aussi il y a un autre problème à notre sens qui est la définition centralisée des règles de la médecine de ville. En effet, donc actuellement, ce qu'on a, c'est une convention médicale centralisée qui va définir de manière homogène partout les systèmes de paiement et les règles qui vont s'appliquer. Ces conventions vont discuter des systèmes de paiement, mais aussi de la localisation. Et actuellement, les agences régionales de santé ne peuvent agir que sur 2%, donc ça va monter un petit peu dans le prochain PLFSS. Les ARS ne peuvent agir que sur 2% des dépenses qui sont de leur ressort. Donc elles n'ont aucun moyen financier pour agir sur l'organisation des soins. Et surtout, donc ça c'est un des points essentiels de notre note, les ARS n'ont pas la main sur le financement de l'ambulatoire. Et donc ça crée un gros problème d'allocation des ressources. Pourquoi? Parce que les dépenses de l'ambulatoire sont définies en fonction de la consommation constatée ex post. Ce qui se passe, c'est que le patient va voir son médecin et c'est remboursé par la CNAM. Donc ça fait que dans les zones surdotées en médecins, il y a plus de consommation parce qu'il n'y a plus de médecins, il y a de la demande induite. Et donc, on dépense plus de moyens dans ces régions surdotées en médecins que dans des régions qui sont sous-dotées en médecins. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas efficient parce que l'allocation des moyens ne va pas en fonction des besoins, mais en fonction uniquement de la consommation constatée ex post. Donc notre idée, c'est qu'il faut changer cette logique et donc faire en sorte que l'allocation des moyens pour l'ambulatoire soit réalisée en fonction des besoins. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait donner aux agences régionales de santé la maîtrise effective des budgets pour tous les secteurs du système de soins, pour l'ambulatoire, l'hôpital et le médico-social. Donc ça, c'est crucial pour l'amélioration des parcours de soins. En effet, si on veut économiser sur l'hôpital en faisant en sorte que des personnes âgées dépendantes ne se retrouvent pas à l'hôpital dès qu'elles ont un accident de santé, il faut bien que l'instance qui décide de changer l'organisation pour faire des économies à l'hôpital récupère la somme correspondant aux économies faites pour l'investir dans un accompagnement en ambulatoire de la personne dépendante. Donc pour l'instant, c'est impossible. Pour l'instant, il y a juste les 2% qui peuvent être dépensés pour faire ci ou ça. Donc il faut absolument que les ARS aient suffisamment de moyens pour coordonner le parcours de soins. Et l'autre point qu'on veut mettre deuxième point, il faut que pour l'ambulatoire, il y ait une enveloppe de ressources qui soit allouée en fonction des besoins, disons, on pourrait dire de faire ça au niveau régional. Donc ça, on pourra discuter sur comment on peut faire ça. Deuxième point, donc ça, on a bien conscience que c'est assez théorique et explosif, mais ça nous semble être les principes nécessaires d'une amélioration de l'efficience de notre système, c'est donner aux agences régionales de santé le réel pouvoir de piloter l'offre de soins. Donc ça signifie maîtriser le conventionnement,
définir les modalités de rémunération pour les médecins et les professionnels de santé, et surtout accepter une diversification des modes d'exercice de la médecine entre régions et même à l'intérieur des régions. Donc notre sentiment, c'est que ce qui verrouille, et c'est là le changement de logique qui nous semble indispensable, c'est qu'actuellement, tout est verrouillé au niveau de la Convention nationale avec un seul système homogène de paiement de tous les médecins, alors que, nous le savons bien, et vous aussi, les médecins sont extrêmement hétérogènes dans leurs préférences. Il y en a qui veulent être payés à l'acte, comme d'habitude, et comme actuellement. D'autres qui voudraient être dans une maison de santé avec un budget qu'ils géreraient eux-mêmes. D'autres qui veulent être à la capitation. Donc il y a une grande diversité des médecins selon leur génération, selon leurs préférences, selon leur genre, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que cette diversité de préférences puisse être mise en musique par l'ARS, qui essaierait de faire des choses en rapport avec les préférences des médecins et en rapport avec les objectifs de santé publique de la région. Donc les ARS pourraient déléguer des missions de santé publique à des pôles de décision plus petits aussi qui seraient des maisons de santé, mais pas forcément. Donc voilà nos propositions. Donc l'idée, excusez-moi, je reviens. Donc l'idée, c'est quand même de diversifier par une régionalisation de la décision, ce qui permettrait une diversité entre régions et à l'intérieur des régions. Alors, associé à cela, il y a un point que je n'ai pas développé, mais qui est tout à fait crucial, qui est développer un système d'information sur les résultats des régions, qui permettent de voir si tel système, comment performe tel système. Imaginons qu'une région décide de rester comme actuellement au paiement à l'acte et une autre fasse une stratégie très différente. Il est important de pouvoir évaluer ce que donnerait de telles stratégies de santé. Merci Brigitte Dormont. Si